D'abord mairesse de Sillery en 85, puis députée de Jean Talon en 94, Marguerite Delisle est une femme d'action. Dans le gouvernement Charest, elle devient ministre déléguée à la protection de la jeunesse et à la réadaptation. On lui doit une réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Delisle. Bonjour. Mme Delisle, vous avez commencé votre carrière dans l'enseignement. En fait, vous enseignez l'anglais à Québec. Qu'est-ce que vous aimiez dans l'enseignement? J'aimais beaucoup tout le volet pédagogique. Ça a l'air drôle de dire ça parce que finalement, l'enseignement, c'est ça. Mais j'aimais l'impression aussi de donner aux élèves, parce que j'ai enseigné surtout à des filles, de participer finalement à l'évolution des connaissances qu'elles avaient. Puis comme j'enseignais l'anglais comme langue seconde, alors il y avait quand même un bon apprentissage. Et votre intérêt pour la politique, c'est venu comment? J'ai jamais eu l'intérêt pour la politique, sincèrement. C'est venu par hasard. Je viens pas d'une famille qui faisait de la politique, mais je viens d'une famille qui était très engagée socialement. Mes grands-parents maternels étaient impliqués dans la communauté irlandaise à Québec. Mes parents sont des membres fondateurs de la paroisse Sainte-Ursule à Sainte-Foy. Donc, ils étaient très engagés avec divers organismes. Alors, je pense que ça m'est venu de là, petit à petit. Et puis, au collège, j'étais impliquée. Alors, mais politique pour politique, là, je ne peux pas dire que je m'attendais à faire ça dans ma vie professionnelle. Et pourtant, c'est arrivé et cet apprentissage-là a commencé à l'échevinage, puis à la mairie de Sillery à l'époque, qui est maintenant englobée dans Québec. Comment c'est arrivé, ça? J'avais quitté l'enseignement et puis je m'étais impliquée dans des organismes bénévoles à la ville, entre autres. Et ce que j'ai fait, c'est que je m'occupais du mouvement scout, je m'occupais de Saint-Vincent-de-Paul aussi un peu. Et le maire m'a approché en 82 pour que je me présente avec son équipe. Je dois vous avouer très candidement que le compte de taxes, je ne l'avais jamais vu. C'est mon conjoint qui le payait. S'il y avait amendement ou quelques propositions à la ville là, qui venaient toucher l'urbanisme et tout ça, c'était Pierre qu'on appelait, c'était pas moi. Et à un moment donné, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai gagné. Et puis j'ai adoré travailler au milieu municipal. C'était extraordinaire comme expérience. Mais à Sillery, vous étiez entre Québec et Sainte-Foy, où il y avait deux personnalités très fortes à l'époque. M. Jean Pelletier à Québec, Mme Boucher à Sainte-Foy. Et vous aviez quand même des dossiers sûrement intermunicipaux. Comment vous réussissiez à vous entendre? Quand moi je suis arrivée, Mme Boucher n'était pas élue. J'ai été élue 5-6 mois avant elle. Et avec tout le respect que je dois à André Boucher, j'adorais cette femme-là. C'est une femme qui était, comme vous le savez, extrêmement rigoureuse, mais c'est une femme qui travaillait beaucoup seule. Alors, des dossiers en collaboration avec la ville de Sainte-Foy, ça se faisait bien au niveau de l'administration. Avec André, on n'a pas eu tant que ça des dossiers à gérer. Davantage, si vous voulez, sur en ce qui concerne la circulation sur le fameux boulevard Laurier, là. Alors, parce qu'il y avait une partie dans Sainte-Foy, une partie dans Sillery. Mais avec Jean Pelletier, on a surtout traité beaucoup de dossiers à l'échelle de la communauté urbaine. Jean Pelletier était un homme qui était il était aimable, il était gentil, c'était un homme qui était rigoureux aussi dans son approche et qui, lorsqu'il arrivait à la communauté urbaine, savait très bien quels étaient les enjeux. Alors, j'ai appris beaucoup à travailler avec eux, les deux d'ailleurs. Et pendant cette carrière au niveau municipal, vous avez dirigé le Grand Conseil de la communauté urbaine de Québec, la Fédération canadienne des municipalités.
vous aviez quand même un bon réseau. Le Grand Conseil de la communauté urbaine, il faut que je vous dise que ce poste-là avait toujours été, c'était du non-dit, là, réservé à la Ville de Québec. Et je me suis rendu compte à un moment donné, quand je suis arrivée là, presque au moment où je suis arrivée à la Ville de Sillery, à la mairie, les maires des 9 villes formaient un bon petit noyau et ils ont décidé de me proposer que je sois la présidente du conseil d'administration. Ça a bien été, je l'avoue, mais je voulais pas jouer, moi, dans le film, entre guillemets, où je me retrouvais contre la Ville de Québec, contre les 3 autres villes. Vous vous rappellerez qu'il y avait les 3 autres villes, Beauport, Charlesbourg et Québec. Alors ça, je voulais pas jouer... Moi, je voulais avoir ma place, mais je considérais que la Ville de Sillery pouvait être partenaire aussi avec autant la grande ville que les villes moyennes. Et la Fédération canadienne des municipalités? Ça, c'est Jean Pelletier qui m'a amené là. Jean Pelletier qui m'a amené pour la première fois au conseil d'administration. J'étais allée au congrès, je me souviens, c'était à Hamilton, je crois que c'était en 86, à peu près 87. Et puis, ils avaient besoin de francophones pour siéger sur le conseil d'administration. Alors, Jean m'avait proposé. Et j'ai gravi les échelons, là. Je suis passée par la 3e, 2e, première et vice-présidence, puis ensuite la présidence. Ça a été une expérience formidable. J'ai rencontré des maires et des mairesses partout au Canada qui traitaient des dossiers souvent qui n'étaient pas des enjeux nécessairement dans une ville comme celle de Sillery. Alors, j'ai appris beaucoup. Le logement social, chez nous, on n'en avait pas, ou très, 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 très peu, là. Transport, on n'avait pas notre propre système de transport, alors que les grandes villes comme Calgary, Vancouver, Montréal, Toronto avaient des enjeux qui n'étaient pas les nôtres. Alors, je les ai bien représentés, j'ai adoré ça, puis ils ont appris aussi à parler français. Ils n'ont pas eu le choix. Même si vous étiez bien bilingue. Bien, en fait, c'est qu'il y avait la traduction simultanée, puis malheureusement, c'était toujours les francophones qui l'utilisaient. Alors, au moment où moi j'ai gravi ces échelons-là, je me suis assurée que les débats se faisaient en français, avec traduction simultanée, évidemment, en anglais. Ces 12 années passées au palier municipal, ça a dû bien vous préparer après ça pour la politique québécoise? Elle est très différente, la politique municipale, par rapport à la politique provinciale. Municipale, c'est très terre à terre. C'est très basique, comme on dit. Ah, mon Dieu, vous faites votre marché, puis les gens vous parlent de la pression dans le tuyau, ils ont pas assez d'eau dans la salle de bain, peu importe, là. C'est vraiment... vous m'avez dit, madame, lorsque vous êtes passée il y a 3 ans pour le porte-à-porte, qu'on referait la tuyauterie dans notre rue. Le déneigement, pourquoi c'est le remblai toujours du même... Il est toujours de notre bord, puis jamais du bord du voisin d'en face. Mais bon, c'est très, 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 très terre à terre. Au niveau provincial, on touche les plus grands enjeux. Alors, on touche la santé, l'éducation, la culture. Quoique au municipal, les dernières années où moi j'ai été là, je dirais à partir de 87-88, là, on a commencé à parler beaucoup de culture, on a commencé à transférer aussi des responsabilités dans ce domaine-là aux municipalités, transférer les maisons à caractère historique, rappelons-nous de Cataraqui, de Bagatelle dans notre cas, mais il y en avait d'autres pour d'autres municipalités. Donc, les élus municipaux ont dû réfléchir davantage sur certains enjeux qui n'étaient pas les leurs, ou comme disait André Boucher, ça ne fait pas partie de notre... c'était pas dans notre petit manuel ou dans les lois municipales à l'époque. Alors, on a dû apprendre beaucoup. Ouais. Par quel concours de circonstances vous en êtes venu à présenter votre candidature libérale en 1994 aux élections? Très sincèrement, je n'ai jamais pensé me présenter à ce niveau-là. J'ai eu un téléphone d'un organisateur libéral de la région de Québec qui m'a demandé... il a demandé à me rencontrer, en fait. C'était un soir de conseil municipal et puis je l'ai un peu mis de côté, puis j'ai dit, bon, enfin, on se reparlera demain. Il dit, non, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Je l'ai rencontré le lendemain et je lui ai dit que je réfléchirais.
Et je savais très bien qu'il y avait d'autres personnes qui avaient été sollicitées. Là. On était en mars 1994 et puis les sondages, je les lisais comme tout le monde. Mais ça faisait déjà 12 ans que j'étais au municipal. Alors, je me suis laissée... Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on me convainque. J'ai vérifié certains appuis pour être sûre que j'aurais quand même... on aurait de l'aide. Et j'avais une équipe extraordinaire d'organisateurs, absolument formidable. Et bon, on a fait la campagne. Moi, j'ai démissionné. Au moment où M. Johnson a déclenché l'élection. Puis j'avais bien dit aux citoyens que si je perdais cette élection-là, je ne me représenterais pas en novembre pour l'élection générale à la ville de Sillery. Et là, en 1994, c'est bien en 1994 que vous aviez comme adversaire Mme Diane Lavallée, oui. Qui avait déjà été présidente du syndicat des infirmières, je crois. Elle était de l'Ordre des infirmières. De l'Ordre des infirmières. J'ai toujours eu le plus grand respect pour Diane. D'ailleurs, on en a bien discuté par la suite là, de ce qui est arrivé, parce que finalement, elle a perdu par 25 voix, en réalité. Alors, c'est difficile à prendre pour la personne qui perd. Ouais. Et comme vous étiez deux personnalités connues, assez fortes dans Jean Talon, dans Québec, est-ce que vous aviez une stratégie particulière pour rejoindre les électeurs? Je pense que ma stratégie a toujours été la même. Ça a été de faire du porte-à-porte, du porte-à-porte, du porte-à-porte, du porte-à-porte. C'est pas parce que j'étais connue. Oui, mais ça nous permet de rencontrer les gens, de connaître les enjeux. Je dois dire que dans la ville de Sillery, les gens me connaissaient, mais il y avait des gens qui ne m'aimaient pas, là. J'ai même des gens qui ne m'aimaient même pas du tout à la mairie, puis qui ont été les premiers à m'appeler pour m'appuyer, parce que c'était des libéraux, pour me dire, écoutez, madame, on va aller vous aider. Puis je disais, mais vous êtes bien celui qui venait aux réunions du conseil, qui me posait toutes sortes de questions. Puis il dit, je vous aime pas comme mairesse, mais vous allez faire une très bonne députée. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais la réalité avec laquelle j'ai dû vivre, c'est que Sillery, là, c'était pas Saint-Sacrement, c'était pas Saint-Thomas-d'Aquin, c'était pas... il y a une grande partie de Jean Talon que je ne connaissais pas, là, de Bernière, tout le secteur qui est devant le Parlement. Qui n'était pas dans la ville de Sillery. Mais non. Alors, j'ai travaillé très, très fort. Honnêtement, là, très, très fort. Et je le dis encore là, je l'ai dit tantôt très candidement, moi, je n'avais pas eu les péquistes pour voter pour moi. J'avais des bons amis dans le comté. Moi, j'ai gagné à cause de ça, là. Mais le résultat était serré. Très serré. Comment 31 le soir de l'élection. Père, gagne, mais vraiment assez... Quand j'étais prête à quitter pour aller rejoindre les candidats libéraux, j'avais perdu, puis on me dit, non, il ne faut pas que tu partes, on pense que tu gagnes. J'ai dit, voyons. Bon, mes parents étaient partis, tout le monde était parti, il restait à peine quelques personnes dans le comité, et j'ai gagné par 31 voix. Il y a eu un recomptage qui était c'était une très bonne décision de la part de mon adversaire, mais ça a duré 1 mois. Parce qu'il y a eu toutes sortes de petites choses qui se sont passées durant ce mois-là. C'est assez énervant, merci, là, même très stressant. Pour une première pas élection. Un congé, là. Ouais, non. Vous n'êtes pas assis chez vous en train de lire, en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire dans la vie, là. Vous attendez que votre avocat vous appelle pour vous dire, bien, écoute, aujourd'hui, là, on est passé à moins 14, mais en fin de journée, on était rendu à 19. Plus 19. Puis une autre journée, là, c'était moins 53, plus... mais finalement, j'ai gagné. Alors, j'étais très contente. D'ailleurs, mon père m'avait dit, il ne faut pas que tu t'en fasses parce que tu as gagné avec si peu de voix. Ton fauteuil sera sûrement aussi épais que celui de ceux qui ont gagné avec 25 000 ou 15 000 ou 500 voix. C'est vrai. Mais ce fauteuil-là était dans l'opposition. Est-ce que vous étiez déçu de siéger dans l'opposition? Je pense que moi, je suis rentrée là en sachant que je serais dans l'opposition. C'est pas que j'ai jamais pensé gagner puis être au pouvoir. Je ne veux pas dire ça du tout parce qu'on ne rentre pas là pensant à se ramasser dans l'opposition. Mais les sondages étaient quand même très en faveur du Parti québécois. Il aurait pu arriver toutes sortes de choses, c'est sûr, là. Je trouve que d'avoir fait mes classes ici, dans l'opposition, m'a énormément aidé pour la suite des choses à partir de 2003. D'abord, l'opposition vous soude avec tous vos collègues. On est un plus petit groupe,
On est beaucoup plus souvent ensemble. Stratégiquement, il y a des caucus à tous les jours, période de questions préparées et tout le reste. Est-ce qu'on a de la difficulté à retrouver au pouvoir? Parce qu'au pouvoir, bien, vous avez les ministres, vous avez les députés. Les caucus sont une fois par semaine. J'ai beaucoup aimé commencer par l'opposition. Vous comprendrez que je profite, moi aussi, de ce premier discours en cette Chambre pour remercier bien humblement et du profond du cœur tous ceux et celles qui m'ont appuyé lors de la dernière élection pour représenter le comté de Jean Talon. Des moments palpitants, Monsieur le Président, croyez-moi, j'en ai vécu plus d'un. Pour moi, ce long périple a fini par me faire comprendre que rien n'est jamais vraiment acquis, tant et aussi longtemps que la dernière boîte de scrutin n'est pas ouverte le soir du scrutin et parfois même après. Compte tenu de votre expérience sur la scène municipale, est-ce qu'on vous a donné justement un rôle de critique en matière municipale? Oui, M. Johnson m'a demandé d'être la critique de l'opposition en matière d'affaires municipales. Et comme je venais de quitter, c'était encore très frais à ma mémoire et à mon expérience. Alors ça m'a aidé beaucoup aussi, oui. Mais il est arrivé un projet de loi, celui créant la Commission de la capitale nationale, qui est un peu votre baptême de feu. Et ça, là, c'est mémorable pour vous. Ça a été vraiment mon baptême de feu parce que faut se rappeler qu'à l'époque, les deux formations politiques s'étaient engagées à créer la Commission de la capitale. Nous, ça s'appelait la Commission de la capitale, puis les péquistes s'appelaient la Commission de la capitale nationale. Alors, inutile de vous dire que, comme fédéraliste, les gens ne mettent pas le mot national trop. Bon, c'est maintenant rendu dans nos mœurs. Mais le projet de loi a été déposé par M. Chevrette, qui en était le responsable. Et on avait l'habitude, j'imagine que c'était encore comme ça, dans nos caucus, de présenter le projet de loi du pouvoir à l'opposition pour savoir quels étaient les avantages, les inconvénients de ce projet de loi-là, etc. Et c'était un projet de loi, à mon point de vue, sauf quelques petites exceptions, qui correspondaient en tout point à ce qu'on avait promis, à ce que les chambres de commerce, parce qu'on avait plusieurs chambres de commerce à l'époque, demandaient depuis des années, ce que les maires demandaient, ce que la communauté urbaine demandait. Moi, n'oubliez pas que je faisais partie de ces gens-là, pas les chambres de commerce, mais les élus municipaux, oui. Les acteurs de la région de Québec. Et c'est arrivé, ce dépôt de projet de loi-là, au moment où on fermait les hôpitaux, où le gouvernement du Parti québécois s'est mis à fermer des hôpitaux, toute la réorganisation. Alors, c'est sûr que ça a créé certaines tensions à l'intérieur du caucus chez nous parce qu'on se disait, bon, on ne mettra pas 6 millions dans une structure à Québec alors qu'on ferme les hôpitaux en région, à Montréal, à Québec, peu importe. Et ça a été assez difficile de faire passer le projet de loi, je l'avoue. M. Chevrette le savait d'ailleurs. Pourquoi le ministre n'a-t-il pas suivi les recommandations de la Ville de Québec et la majorité des intervenants de la grande région de la capitale pour faire en sorte que le président et les membres de cette commission soient nommés par l'Assemblée nationale, ce qui a eu pour effet de placer la commission au-dessus de toute considération politique et surtout lui assurer un avenir apolitique et indépendant de la volonté des gouvernements en place, pour s'assurer que l'aménagement et le développement de la capitale puissent se faire, indépendance ou pas, et au-delà des gouvernements. Comme vous le savez, Monsieur le Président, les gouvernements passent, mais la commission, elle, devra rester. Il a réuni un soir ici, en cette chambre, au Salon Rouge, tous ceux qui gravitaient autour du monde municipal, chambre de commerce, etc., pour venir entendre la commission, parce que la commission, les gens pouvaient venir l'entendre. Et là, on avait dans l'opposition, on avait des amendements à proposer sur le titre. Je pense qu'on a fait une soirée au complet sur le titre. Honnêtement, là, c'était assez pénible, je vous le dis tout de suite. Et le lendemain, je devais quitter pour aller justement recevoir J'avais quitté la Fédération canadienne des municipalités l'année auparavant. Alors, c'était comme mon départ. Et je ne suis pas allée. Mon billet était acheté, tout ça. Puis je suis revenue ici rencontrer M. Johnson, puis les membres de mon caucus. Puis je leur ai dit, moi, je ne peux pas me promener dans la ville, là,
alors qu'on l'avait promis, tout ça. Puis M. Johnson m'avait dit, fais-toi-en pas ce matin, tu n'étais pas au caucus, mais on a accepté de le passer, le projet de loi. Alors, j'ai appris de ça. J'ai appris qu'il fallait... Je l'avais peut-être présenté trop comme si c'était mon projet de loi, mais je suis faite comme je suis faite. Alors, moi, j'y vais avec mon cœur, avec tout ce que j'ai en moi. Alors, mais ça m'a fait grandir beaucoup. Ça m'a fait comprendre comment fonctionnait aussi l'appareil, là, parce qu'il y a l'appareil politique, c'est sûr qu'il y a l'appareil administratif, puis il y a l'appareil du Parlement, là. Législatif. Oui. Alors, c'était une bonne leçon. Et la commission de la capitale a été créée. Ça fait super bien. Regardez tout ce que ça a fait pour la région de Québec. On a maintenant la promenade Samuel de Champlain, on a Cataraqui. Ça a été vraiment... Ça a été une des meilleures décisions là, qu'on a prises, d'appuyer non seulement ce projet-là, mais de s'engager à le faire si on avait été élu. Un an après votre élection comme député, le gouvernement Parizeau enclenche le référendum, en fait, dans les mois qui ont suivi. Vous faisiez partie du comité du non, comme aile libérale. Aviez-vous une tâche particulière qui vous a été confiée, vous, dans la région de Québec? Bien, en fait, comme j'étais la seule députée libérale, je me suis promenée un peu partout dans la région de Québec. Je ne faisais pas juste Jean Talon. Les comtés, qu'on appelle les comtés orphelins, ces comtés-là avaient des coprésidents qui, eux, ou présidentes, peu importe, s'occupaient aussi de recevoir l'information pour pouvoir se promener, aller faire du porte-à-porte, aller expliquer pourquoi il fallait voter non plutôt que oui. Alors, j'ai fait ça. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait aussi un petit peu de l'Est du Québec, mais j'ai plutôt concentré mon énergie dans la région de Québec. Mais j'ai eu beaucoup d'aide. Hein? Jean Charest était venu, M. Ryan était là, je me souviens. Il y avait M. Bourassa, que j'ai appris à connaître à ce moment-là, parce que je n'avais jamais siégé avec lui. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider. Oui. En 1998, M. Johnson, votre chef, démissionne parce que, il y avait un peu de contestation. Et très rapidement, on voit en M. Jean Charest son successeur éventuel. Est-ce que vous étiez parmi les députés qui ont sollicité la venue de M. Charest ici? Bon, on va s'entendre sur le mot « solliciter », là. Je l'ai appelé. Alors, mais je le connaissais parce que j'étais au Parti conservateur au fédéral et je connaissais Jean Charest. Alors, lorsque M. Johnson m'a appelé pour me dire qu'il démissionnait, il m'a également fait part qu'il souhaitait que Jean Charest vienne. Alors, j'ai comme lu entre les lignes, là. Alors, j'avais laissé un message à Jean Charest comme quoi on serait content qu'il vienne à Québec. Mais je n'ai pas participé à l'organisation de sa campagne ou quoi que ce soit, là, mais j'étais là. Quand il est arrivé à Québec avec les organisateurs, on a tous aidé, là. On était tous là. Et les sondages étaient favorables à M. Charest quand il est arrivé. Oui. Et ces sondages-là ont décliné durant l'été, et de sorte que M. Bouchard, qui était premier ministre, a déclenché des élections à l'automne 1998. Et durant cette campagne-là, vous avez fait la manchette pour une déclaration qui, vous me préciserez vraiment ce que vous avez dit à ce moment-là, à l'effet que les fonctionnaires étaient des pousseux de crayon. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est un très malencontreux lapsus, mais il faut que je vous raconte ce que peu de gens savent. J'ai un côté qui est très discret. Ma vie personnelle, ça m'appartient, alors je raconte pas ces choses-là à grand monde. Je me suis fait opérer le 22 septembre 1998 pour une hystérectomie. J'aurais dû être en convalescence. Je m'en suis pas vantée. J'avais été la seule, vous vous rappellerez, j'étais la seule élue. Il y avait d'autres candidats qui s'en venaient, là, et je ne voulais pas laisser tomber personne. Je ferme la parenthèse là-dessus. La campagne est déclenchée, je pense, quelque chose comme... Je ne me souviens pas des dates, là. Début octobre, je crois, mi-octobre. Et il y a un débat, à quelque part, au mois d'octobre.
J'en faisais partie avec des collègues péquistes qui étaient là et des candidats libéraux. Et j'ai lancé ça sans même me rendre compte que j'avais dit à un des collègues péquistes qui me titillait, là, qui me harponnait un peu, là, puis pour essayer de me faire fâcher. Probablement que leur stratégie, c'était de me faire sortir de mes gonds. En tout cas, ils ont très bien réussi. Et j'avais dit à M. Bertrand, qui était président de la Chambre, qui venait de perdre son poste, je crois que c'est Jean-Pierre Charbonneau qui avait été nommé à ce moment-là par M. Bouchard, je lui avais dit, votre propre chef... Moi, on m'a dit, lui, il m'avait dit, votre chef vous a laissé tomber. Je ne me souviens plus pourquoi. Et moi, j'avais voulu faire ma fine, là, et lui répondre du tac au tac, bien, votre propre chef vous a nommé responsable des achats de valises, puis des achats de crayons, etc. Puis ça, j'invente pas ça, là. C'est tellement vrai ce que je vous dis là. Au lieu de dire ça, j'ai dit responsable des poussées de crayons. Je m'en suis pas rendu compte. On a fait une pause. Personne ne m'a rien dit là, pendant la pause. Je suis rentrée dans la salle. C'est un débat qui était organisé par Robert Gillet. On est rentré dans la salle, on a pris notre place. Et là, il y a quelqu'un qui est allé au micro et qui a dit, c'est un membre d'un syndicat que je ne me souviens plus, qui a dit, je suis très content de voir qu'il y a quelqu'un au Parti libéral qui pense que les fonctionnaires sont des poussées de crayon. Écoutez, là, j'ai cherché, puis là, Jacques Langlois m'a dit, bien, c'est toi qui as dit ça. Et ça m'a ramené à un événement qui est arrivé. J'étais allée manger à un moment donné avec des amis et j'avais demandé un sandwich au fromage grillé. Puis j'avais dit, j'aime pas le fromage jaune, donnez-moi du fromage vert. Et la personne m'avait regardé, m'avait dit, pardon? Bien, j'ai dit, je veux du fromage vert, j'aime pas le fromage jaune. Alors tout le monde autour de moi m'a regardé, puis ils ont dit, mais c'est parce que tu as dit du fromage vert. Je pensais avoir dit du fromage blanc. Mais ça arrive à tout le monde, je pense. Les gens qui ont subi des opérations importantes, là. L'anesthésie, peut-être? L'anesthésie, perte de mémoire, tout ça. Mais je l'ai quand même dit. Alors, j'ai eu à m'excuser. J'ai pédalé, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, chez les personnes, dans les centres pour personnes plus âgées, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dont les conjoints, surtout les conjoints, quelques conjointes, avaient travaillé pour la fonction publique. Et moi, je trouvais ça inconcevable que ces gens-là restent avec cette image que j'ai pu dire une telle chose. Alors, est-ce que ça a influencé le résultat? Parce que ça avait été serré. Oui, bien, j'ai gagné, je pense, par 157 ou 159. J'ai perdu 700 à 800 votes, c'est sûr. Ça, on est pas mal sûr de ça, là. Mais quand même, ça a été dit. C'est pas ce que je pensais. Je pense qu'avoir convaincu les gens qui sachent que je pensais pas ça, mais je l'ai dit. Merci, Mme Delisle. On continue la semaine prochaine. Ça va me faire plaisir.